Si ce week-end vous cherchez à comprendre pourquoi vos portefeuilles ressemblent à un électrocardiogramme de marathonien mal entraîné, eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous pensiez que 2026 allait débuter dans le calme feutré du spa d'un hôtel 5 étoiles, eh ben vous avez frappé à la mauvaise porte. Les marchés financiers viennent de nous offrir une semaine digne d'un film de Scorsese où les égos surdimensionnés croisent le fer avec des algorithmes en plein burn-out. Lors de la semaine qui vient de s'écouler, la planète finance nous a montré et démontré que ce qui se passe est compliqué, que nous avons des forces opposées qui s'affrontent et une volatilité qui est prête à nous péter à la figure à tout instant. Comme on l'avait compris depuis le début de l'année, Trump est et sera et restera un axe principal du marché financier cette année. Comme l'année dernière, il semble utopique de croire que ça va changer les 3 prochaines années. Autrement, Powell est définitivement sur le chemin de la retraite, Kevin Warsh est donc le nouvel élu, pour autant que sa nomination soit validée par le Sénat, et visiblement, il y a des républicains qui ne sont pas encore complètement d'accord, on va y revenir plus tard. L'or et l'argent vont dans tous les sens, avec un cocktail explosif en plus, avec la nomination du précité qui génère doutes et interrogations à foison. Et puis on doit aussi parler des trimestriels qui secouent un peu le monde de la finance, avec les Mag 7 qui ont des fortunes diverses et variées, et les semi-conducteurs de l'intelligence artificielle qui continuent de porter le monde à bout de bras. Il y a aussi bien sûr le pétrole qui s'envole alors que les rumeurs d'attaques sur l'Iran circulent en permanence au gré des déclarations des uns et des autres. Pour le moment c'est calme, mais les deux parties ont les index sur le bouton Play. J'ajoute encore que, comme je le disais dans le Morning Bull d'hier, ce marché est complètement débile, et les mouvements de marché sont violents et brutaux, et il se passe tellement de choses en ce moment qu'on est pratiquement certain de rater quelque chose tous les jours. Et bien malin qui parviendra à trouver quel sera le prochain déclencheur du prochain move, qui peut être au Japon, à la Fed, au Congrès, dans le nouveau shutdown qui est en place depuis hier et qui devrait ne durer que 2 jours, si lundi tout le monde se met d'accord, mais aussi dans les chiffres d'Amazon et de Google la semaine prochaine ou d'NVIDIA qui publiera à la fin du mois, mais également dans la tête de Trump, et c'est ça qui fait le plus peur. Sur le mois, le S&P 500 est en hausse, mais à la marge. Le Nasdaq est au bord de la couleur rouge, le SMI est en baisse depuis le 1er janvier, et le SOX cartonne, comme quoi il faut bien choisir son camp. Nous sommes donc au plus haut de tous les temps, pas très loin, et il ne manque pas grand-chose pour entamer une nouvelle vague de hausse au-dessus des 7000 points sur le S&P 500, où se prend la claque de l'année. On l'a vu sur l'argent cette semaine, quand tout le monde veut prendre la fuite avec femmes et enfants, et aussi le chien, le lapin et le cochon d'Inde, ça peut vite devenir très très violent, surtout quand la sortie est toute petite. Et il ne faut pas grand-chose pour que le marché devienne rapidement interdit aux moins de 18 ans à cause du carnage qui pourrait s'y produire. Bienvenue donc dans l'œil du cyclone, où pour l'instant tout est calme et maîtrisé selon du point de vue où l'on se place, mais aussi où on sait qu'un tweet mal placé peut tout remettre en question à la vitesse de la lumière. Bienvenue dans ce nouveau Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, et aujourd'hui on entame le mois de février. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, l'ambiance dans les salles de marché était plus lourde qu'une fin de repas de famille un dimanche pluvieux. On a commencé par attendre mercredi, puis Jérôme Powell s'est avancé vers le pupitre et il a annoncé le verdict que l'on connaissait et qui était attendu. Statu quo. La Fed a décidé de figer ses taux dans la fourchette 3,5-3,75. Après avoir sabré les taux à 3 reprises fin 2025, Jérôme a décidé de lever le pied. Son excuse, c'est une économie robuste et un marché de l'emploi stabilisé. Il faut le dire vite. Traduction, on n'a aucune idée de l'impact réel des tarifs douaniers de Trump, alors on fait les morts en attendant que l'orage passe et qu'on en sache un peu plus, peut-être la semaine prochaine. Mais attention, le vernis craque, le vote n'était pas unanime, Waller et Miran, les dissidents de service, voulaient déjà couper 25 points de base de plus, on sent que la machine grippe et que le consensus au sein de la Banque centrale n'est plus à la mode depuis quelques mois déjà. On a aussi bien compris qu'il est plus que probable que, au vu des chiffres économiques, on a encore eu le PPI vendredi qui ne montrait pas forcément que l'inflation allait se calmer là tout de suite et que les 3% étaient plus logiques que les 2% espérés depuis quelques années. Et dans ce cadre-là, il est plus que probable que Powell ne baisse plus jamais les taux durant son mandat. Mandat qui se termine, je vous le rappelle, au mois de mai.
À moins bien sûr que les chiffres de l'emploi de la semaine prochaine montrent autre chose, ou que le BLS se soit encore planté dans les calculs, ou que Trump l'aurait intimé de le faire. En bref, tout est possible, mais pour l'instant, les taux américains devraient rester là où ils sont pour quelques mois. Sauf surprise, bien sûr. Pour l'instant, la Fed, c'est ce gars en voiture qui freine brusquement au milieu de l'autoroute parce qu'il a cru voir un radar alors que tout le monde arrive derrière à 180 km/h. Mais le vrai game changer, le vrai coup de tonnerre qui a fait sauter les stocks de tout le monde, c'est tombé ce vendredi 30 janvier. Donald Trump, fidèle à son habitude de gouverner par le chaos et truth social, a balancé la bombe qu'on attendait depuis 2 mois. Kevin Warsh est nommé pour succéder à Jerome Powell. Le marché a bugué, les terminaux Bloomberg ont failli imploser. Warsh, c'est un peu le gendre idéal de la finance, ex-Morgan Stanley, ancien gouverneur, un homme qui connaît les rouages de la Fed, mais c'est surtout un mec perçu comme un partisan d'un bilan de la Fed beaucoup plus light. La bonne nouvelle, c'est que, sur le papier, Warsh n'est pas le pire clone de Trump. C'était Kevin Hassett. Il est quand même partisan d'une Fed un peu indépendante, et il n'est pas, heureusement, pas obsédé par la baisse des taux à tout prix. D'ailleurs, on est presque surpris que Trump n'ait pas choisi quelqu'un de plus extrême. Je me suis donc plongé dans les médias américains et j'ai essayé de comprendre ce qu'on pensait là-bas de ce nouveau patron de la Fed. Non, parce que quand Donald Trump pose un pion stratégique à la tête de la banque centrale la plus puissante du monde, même Fox Business et le New York Times se retrouvent à lire la même feuille de match, mais avec chacun son filtre Instagram personnel. La nomination de Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell en mai prochain a sonné le réveil des experts. Si on en croit le narratif ambiant, Warsh, c'est le gendre idéal du capitalisme américain. Ancien de Morgan Stanley, ex-gouverneur de la Fed durant la crise de 2008, il possède surtout ce que Trump appelle un physique de casting central. La presse financière, dont Bloomberg et The Guardian, s'amuse d'ailleurs de cet argument esthétique. À Washington, une belle chevelure, une belle coupe de cheveux, une belle gueule et une aisance sur un plateau télé semblent parfois peser beaucoup plus lourd qu'un doctorat en économie. La réaction initiale des marchés était très bof, pas d'envolée délirante et pas de crash instantané. Juste quelques clignotements sur les écrans. L'or s'est pété la gueule de 9% et l'argent a sombré de 26% et le dollar s'est renforcé parce qu'on sait, enfin, on croit savoir, que Warsh n'est pas le genre à baisser les taux n'importe comment. C'est ce qu'on craignait quand même. Le marché qui déteste l'incertitude regarde ce choix technique avec une prudence légèrement blasée. Finalement, c'est un peu une news de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas vu l'ouverture des marchés demain, elle est à la fois le meilleur et le pire scénario. On se demande quand même si Warsh n'est pas un faucon déguisé en colombe. C'est là que le bas blesse. Les éditorialistes et économistes de Mohamed El-Erian à Jason Furman voient en lui un mélange de compétences et d'ambiguïté. Le côté pile, un safe choice parce qu'il connaît la maison puis qu'il n'est pas trop agressif sur la baisse des taux. Et le côté face, l'ironie est magnifique. Après des années à critiquer la Fed de Powell pour son côté trop colombe, Warsh plaiderait soudainement pour des baisses de taux agressives revendiquées par Trump. Alors, indépendant ou hypnotisé par la grandeur du locataire de la Maison-Blanche? Le Wall Street Journal et The Street posent la question qui fâche. Est-il devenu soudainement clairvoyant ou essaie-t-il simplement de plaire au patron qui veut des taux à zéro pour booster son mandat? Le sujet fait chauffer les claviers du Financial Times et de CNBC entre Elizabeth Warren qui hurle au test de loyauté réussi et la Deutsche Bank qui s'interroge sur sa crédibilité face au FOMC. L'inquiétude grimpe. Certains observateurs craignent qu'il ne soit plus politique qu'indépendant, prêt à tailler dans la politique monétaire selon la pression de la Maison-Blanche. La confirmation au Sénat ne sera pas une promenade de santé entre les menaces de blocage des sénateurs républicains comme Tom Tillis qui chipote sur des audits de rénovation de bâtiments et les doutes sur l'indépendance de l'institution. Le portrait de Warsh reste contrasté, respect pour son expérience, mais profond scepticisme sur sa capacité à ne pas servir l'économie au profit de la politique. En résumé, les médias américains voient en Warsh un choix logiquement technique, mais politiquement explosif. On nous vend un retour à la rigueur, mais on sent surtout arriver l'ère du populisme monétaire, un truc qu'on n'a jamais testé à la Fed. Le loup est dans la bergerie, reste à voir s'il est prêt à faire des concessions sur son régime alimentaire. En résumé, on ne va pas s'ennuyer une seconde ces prochains mois et ces prochaines années. Revenons maintenant brièvement sur les marchés de la semaine dernière. Si vous déteniez du United Health ou du Humana, j'espère que vous aviez une assurance vie. Le 27 janvier, l'annonce des taux pour le Medicare Advantage a fait l'effet d'une grenade découpillée dans un ascenseur. Le marché attendait des taux gouvernementaux salvateurs et il a reçu une douche d'azote liquide. Les taux quasi à zéro, une pression accrue sur les marges et bam, moins 20% pour les géants de l'assurance santé en une seule séance.
Le secteur de la santé est actuellement en PLS dans les couloirs des urgences. L'administration Trump ne lâche rien et les investisseurs commencent à comprendre que réforme rime souvent avec comptabilité créative et profit en berne. On en est au début des négociations et il faudra donc suivre l'affaire attentivement. Les hommes de Trump peuvent encore faire un taco, on ne sait jamais, comme le patron. Et cette semaine aura été encore une fois placée sous l'ombre de Trump, justement. On ne va pas se mentir, en ce moment, le véritable terminal de trading, c'est pas votre écran Bloomberg, c'est le compte de Donald J. Trump sur Truth Social. Chaque tweet, chaque annonce de nomination, chaque menace de taxes douanières redessine les marchés en temps réel. L'incertitude est devenue la seule certitude. Le marché adore Trump pour ses baisses d'impôts, mais il le déteste pour l'imprévisibilité qu'il injecte dans le système. On est dans une phase de Trump-dépendance aiguë. Le président américain ne se contente plus de diriger le pays, il veut diriger le carnet d'ordre mondial des marchés boursiers. On parle aussi beaucoup du dollar. Le billet vert a eu des fourmis dans les jambes toute la semaine. Sous pression, au début de semaine, il a fini par se regonfler un peu après l'annonce de la nomination de Warsh qui devrait pas être trop pro-baisse d'intérêt ultra rapide. Les rendements du 30 ans ont grimpé à 4,91 et quand le dollar monte, tout le monde grimace sur tous les pays émergents. À Tokyo, c'était l'alerte rouge niveau Fukushima financier. Le yen qui sombrait vers les abysses a dû être sauvé par les interventions musclées de la BOJ. Le dollar yen a fait des montagnes russes, passant de 156 à 152, avant de se stabiliser péniblement. Le yen est devenu la monnaie officielle de la volatilité. On ne sait jamais si on achète un billet de banque ou un ticket de loterie. Mais l'intervention des Américains continue de planer sur le sujet. Les élections japonaises approchent et c'est le sujet à surveiller jusqu'au 8 février du côté de l'Asie. Au milieu de ce fracas géopolitique et politique, les entreprises ont continué leurs publications trimestrielles. Il y a eu à boire et à manger, on l'a vu. Chez les Mac 7, Microsoft s'est fait exploser et Meta a explosé. J'en ai largement parlé dans la vidéo de vendredi. Je vous recommande d'y retourner si c'est pas clair. Mais une chose est sûre, on commence à comprendre que durant cette année, il sera important de bien comprendre le ratio investissement dans l'IA et making pognon tout de suite ou beaucoup plus tard. Microsoft l'a appris à ses dépens. Autrement, la croissance en zone euro a surpris à 1,5%, portée par une fin d'année solide. Les bénéfices globaux sont attendus en hausse de 14% pour 2026. Et sur le papier, tout va bien, mais en réalité, les valorisations sont tellement tendues que la moindre petite déception est punie par une exécution sur la place publique. On peut constater que cette semaine a marqué la fin de l'innocence pour 2026, pour autant qu'il y a eu de l'innocence depuis le début de l'année. Et je crois qu'il est sain de retenir les quelques points suivants. Tout d'abord, l'indépendance de la Fed est une illusion. La nomination de Warsh est un signal clair. Trump veut une banque centrale qui travaille avec lui et pas contre lui. Si Warsh sacrifie l'indépendance de l'institution pour plaire à la Maison-Blanche, la crédibilité à long terme du dollar pourrait en prendre un monstre coup dans la figure. Le piège de la croissance en euros aussi. Les 1,5% de croissance annoncés en Europe sont un trompe-l'œil. Entre l'inflation persistante et les menaces de tarifs douaniers, l'Europe reste le maillon faible de la chaîne mondiale pour l'instant. La bulle des attentes aussi. Les marchés anticipent une année 2026 record, mais attention au price for perfection, au moindre grain de sable, guerre commerciale, hausse des taux longs, l'atterrissage ne sera pas soft, il sera brutal. Bref, nous sommes au début de l'année, déjà un mois de passé, et ça promet déjà que ça va être très très chaud. Perso, je ne suis pas bearish, ni bullish, bien au contraire, mais il y a un truc qui me dérange, le marché est fort et résistant, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit instable et faiblard. C'est un peu comme si nous menions une enquête policière avec toutes les preuves étalées devant nous, mais qu'on n'arrivait pas à trouver le coupable, à comprendre ce qui ne va pas dans ce paquet de preuves. Moi, en tout cas, perso, je continue l'enquête et je vous tiendrai au courant durant l'année. En Suisse, le commerce extérieur a résisté à un environnement géopolitique volatile l'année dernière. Les exportations se sont renforcées de 1,4% à 287 milliards de francs suisses, soit un niveau record. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 54,3 milliards de francs suisses. Les exportations de montres suisses ont renoué avec une évolution positive de 3,3% à 2,1 milliards de francs suisses en décembre après 4 mois consécutifs d'importants reculs. Et le franc suisse est toujours très très fort. Puisqu'on est le début du mois de février, on va regarder les performances pour une fois depuis le year to date, donc depuis le début de l'année. Donc on voit que l'argent est en hausse de 17%, le pétrole de 13%, l'or de 12,2%,
Les semi-conducteurs explosent quasiment en hausse de 13%. On notera évidemment que l'argent s'est fait planter en fin de semaine et l'or également, puisqu'avec l'arrivée de Kevin Warsh, on a commencé à craindre des taux qui ne baisseraient pas et donc potentiellement un renforcement du dollar, ce qui n'arrangerait pas forcément les métaux précieux. Autrement, on aura eu la Chine et Hong Kong qui s'en sortent pas trop mal. Le S&P 500 qui aujourd'hui, depuis le début de l'année, prend 1,37%. Et puis vous avez tout en queue de peloton en bas, la Suisse qui perd 0,6%, le CAC 0,28% et le Bitcoin qui se fait massacrer depuis le début de l'année en baisse de 10,49%. Si on regarde les performances sur le marché suisse, eh bien, nous avons ABB qui prend 11,55% après leur publication des résultats. On a Swisscom qui prend 4,11% sur la semaine. Pourquoi Swisscom prend 4,11%? Eh bien, parce qu'ils ont augmenté les tarifs, les voleurs. Déjà que comme c'était pas assez cher chez eux, 4,11% de hausse sur la semaine parce qu'ils ont augmenté chaque abonnement de quasiment 2 balles. Et donc, youpi, tralala, et le titre explose encore. Finalement, il faut acheter des titres Swisscom pour avoir un abonnement Swisscom chez eux, pour essayer de compenser ce que ça vous coûte tellement cher à côté. Swiss Life plus 2%, Altim plus 2%, Nestlé rebondit enfin un petit peu, plus 1,32% sur la semaine. De l'autre côté, on a eu le Logitech qui perdait 8% quasiment. Bon résultat, on y reviendra, mais pas assez pour le marché. Et le reste, eh bien, c'était un petit peu il y avait à boire et à manger. Novartis qui publiera la semaine prochaine perdait 0,8%. Et Roche qui a publié prenait 0,75% malgré des bons commentaires. On le voit encore une fois sur les résultats trimestriels. Il faudra faire mieux que bien pour que le marché soit heureux. On passe maintenant aux graphiques. Alors le SMI, vous voyez comme quoi les graphiques marchent quand même pas mal en ce moment. Vous vous souvenez de cette tendance haussière dans laquelle on était sur le SMI qui passait par là, et on avait la coïncidence avec la moyenne mobile des 50 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier? On est allé casser la moyenne mobile des 50 jours, casser le support, enfin l'ancienne résistance qui est devenue support ici, et puis direct derrière, on a rebondi. Et on a été récupéré quasiment 200 points. Donc pour l'instant, vous voyez que ça tient et ça continue à être plutôt pas mal. Il est vrai que quand on regarde ce qui a été publié à l'intérieur du SMI, les résultats vont bien, les sociétés vont bien. Il n'y a pas de raison de paniquer. Après, il y a certainement un effet monétaire avec ce franc suisse qui est trop fort, qui doit freiner certains investisseurs à un certain moment, j'imagine quand même. Le S&P 500, alors lui, il est en train de congestionner à haute altitude entre sa moyenne mobile à 6865 et sa résistance à 7000 points. Apparemment, techniquement, il y a beaucoup de traders options qui sont positionnés au niveau des 7000, donc ça risque de pas être simple de casser cette résistance. Mais enfin, pour l'instant, ce qu'on peut essayer de déterminer quand même, si on met des barres, des traits un peu partout pour faire joli, en tirant une tendance, je vais y arriver, je vais y arriver. Regardez, tac, en tirant une tendance comme ça, en oubliant les excès qu'on a eu, eh bien, on va dire qu'on a un gros support au niveau des 6800 sur le S&P et donc la résistance. Donc, dans ce range-là, ça risque de se bagarrer à un moment. On a vu que la plupart des Magnificent Seven ont tous publié, il reste plus que 3 maintenant. Il y a encore eux qui peuvent vraiment faire bouger le S&P 500. Puis après, on verra, ça sera plutôt des effets globaux de marché. Le Nasdaq, pareil, on a une tendance haussière qu'on peut essayer d'affiner aujourd'hui en se disant que tant qu'on ne casse pas les niveaux des 25 330, il n'y a pas de raison de paniquer. Pour l'instant, on est aussi dans une zone d'hésitation. La moyenne mobile des 50 jours en vert ici fait office de support et ça a bien tenu la semaine dernière. Puis voilà, maintenant on attend d'aller voir si on est capable d'aller rechercher les 26 150. Mais c'est vrai que comme on voit que les Mag 7 ont un peu plus de peine ces derniers jours, mis à part Meta, ça va être plus compliqué d'aller retourner chercher les plus hauts immédiatement tout de suite. Le SOX, alors le SOX, il a été chercher les plus hauts cette semaine. Il s'est pris une claque vendredi, mais on est quand même allé chercher de nouveau des plus hauts historiques jeudi. Jeudi, on a tapé les plus hauts sur le SOX. Et on finit violemment en baisse en fin de semaine à cause de ce qui s'est passé un petit peu sur la tech après la publication des résultats de Meta et de Microsoft, surtout qui ont eu un peu de peine qui a mis un peu de pression globalement sur l'ensemble du secteur qui était plutôt bien positionné jeudi soir cette semaine. Mais voilà, pour l'instant au niveau du SOX, il faut qu'on tienne les 7636, on n'y est pas encore. Mais ça reste fortement drivé par la thématique des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. Le CAC 40, alors là, il se passe rien. On a eu LVMH qui s'est fait ouvrir en deux cette semaine, ce qui a coûté un peu de performance, mais on tient les 8000 pour l'instant sur le CAC 40 et c'est tout ce qui compte. Pour le reste, eh bien, on attend de voir si l'Europe prend une vraie direction à la hausse, mais j'ai l'impression qu'elle ne prendra pas de vraie direction à la hausse tant que les Américains ne le feront pas.
Le DAX n'a pas de LVMH dedans, mais eux, par contre, eux, ils ont du SAP qui leur a coûté un maximum. Résultat, vous avez la grosse bougie rouge ici qui nous représente la baisse de SAP qui est venue se reposer. Et là aussi, vous voyez quand même, ça marche bien. Hein. Vous voyez le reversal qu'on a eu ici fin décembre sur les niveaux de la moyenne mobile des 50 jours. On a ce couple j'y arriverai, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce couple ici de candlestick qui signifie un reversal sur la moyenne mobile et on refait exactement le même type de configuration aujourd'hui. Donc la moyenne mobile des 50 jours, pour l'instant, ça reste plutôt important sur le DAX. Du côté de l'or, ça fait peur, et oui, ça fait peur, mais forcément, quand on monte à cette vitesse-là, le jour où la gravité reprend ses droits, c'est toujours assez violent. Pas grand-chose à dire au niveau du graphique, pour l'instant, c'est plus un enjeu géopolitico-économique, puisque l'arrivée de Kevin Warsh a eu des impacts sur les métaux précieux. On le voit très bien sur l'or ici, qui est revenu violemment. On est toujours dans une tendance haussière, et on sait que les banques centrales sont toujours très, très, très acheteuses. Donc, pour l'instant, ça reste une diversification et un refuge qui sera de toute façon très populaire durant l'année, puisqu'on va avoir besoin d'endroits pour se planquer de toute manière. L'argent, alors là, lui aussi, s'est fait découper durant la fin de séance. Là aussi, l'affaire Kevin Warsh. Milieu de semaine, on est à 110. Fin de semaine, on est à 75. Apparemment, JP Morgan avait un gros short sur l'argent qui a été couvert vendredi soir en clôture. Donc, vous voyez que là aussi, ça veut absolument rien dire. On sait qu'il y a un énorme short squeeze sur l'argent entre le physique et le synthétique. C'est extrêmement difficile de dire où ça va. Mais ça reste un truc hyper spéculatif et même ceux qui en ont depuis longtemps à 25 balles, à 75, ça fait encore toujours du x3. Donc pour l'instant, à surveiller ce qui va se passer ces prochains temps. Le pétrole explose littéralement en fin de semaine. Là, ça porte un seul nom, c'est l'Iran. Hein. Donc là, le canal descendant, il a été littéralement explosé. Alors pour l'instant, c'est pas une raison de consommation, c'est plutôt une raison de tension. Donc tant qu'ils s'enverront des noms d'oiseaux avec Trump qui menace de frapper fort et violemment l'Iran et l'Iran qui dit qu'ils sont prêts à détruire l'armée américaine, on n'a pas fini de rigoler et ça gardera, on va vraiment surfer sur les tensions États-Unis-Irak. Oh là, j'y arriverai. États-Unis-Iran durant ces prochains jours. C'est ce qui fait monter le baril pour l'instant. Et puis alors, le Bitcoin, alors lui, il est en pleine dépression nerveuse, 78 200 à l'instant sur le Bitcoin. Vous voyez qu'on est revenu sur les plus bas du mois d'avril. La grande question, c'est est-ce qu'on va s'arrêter là et c'est l'opportunité d'une vie d'acheter le Bitcoin qui, je le rappelle, doit quand même aller au moins à 500 000 $. Est-ce que c'est le moment ou jamais? On peut vraiment se poser la question. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer de tenter quelque chose à ce niveau-là, parce que si on le fait pas ici, on risque de devoir le faire beaucoup plus bas, dans la zone des 55 000 sur le Bitcoin pour l'instant. Mais c'est vrai que quand on lit la presse, comme je la lis quand même de manière assez massive toutes les semaines, on en parle beaucoup moins. On passe maintenant aux vedettes de la semaine. Cette semaine, ABB a sorti un 4e trimestre de folie. Bénéfice net plus 29%. Commande au-delà des 10 milliards sur un trimestre. Du jamais vu. Chiffre d'affaires, marge, cash flow, tout est vert, tout est en hausse. Et même le free cash flow bat des records. C'est absolument génial. Les moteurs tournent à plein régime. Data center, électrification, automatisation. Et le carnet de commandes déborde. Le management promet que 2026 fera encore mieux. Ce qui, dans ce cas précis, n'a rien d'un pari hasardeux, tellement la société a l'air au top de sa forme. Résultat logique, le titre a explosé en bourse et fini en tête des performances du SMI. Parce que quand l'exécution est parfaite, le marché applaudit debout. Voilà, alors là, techniquement, ça se passe de commentaires. Tendance de fond pas trop mal. Grosse résistance depuis un moment. Excellent chiffre. Explosion. Exécution parfaite. On laisse un immense gap derrière nous et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter ensuite. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à expliquer du niveau technique. On a fait un truc exceptionnel et comme je vous le disais il y a quelques secondes, eh bien, les chiffres sont exceptionnels et l'avenir est rose et c'est des trimestriels comme on aime les voir. Roche a sorti une année 2025 solide, vente en hausse, bénéfice net qui bondit à 13,8 milliards et bénéfice par action en progression. La pharma a fait le job grâce aux blockbusters maison, Ocrevus, Mlibra, Vabysmo et compagnie, pendant que les diagnostics traînent un peu la patte, plombés un peu par la Chine. Le pipeline impressionne, 10 nouveaux médicaments en phase finale, des études cliniques positives à l'appel, et pour 2026, Roche promet une croissance tranquille, mais propre, et un bénéfice par action plus dynamique que les ventes. La bourse applaudit poliment, pas d'euphorie, mais un message clair, Roche reste une machine à cash crédible, pas une rockstar,
mais un upgrade de l'UBS qui n'est pas à négliger non plus sur cette semaine. Le graphique du bon rush, alors vous voyez, après les résultats, on a hésité, merdouillé, mais finalement, on repart de plus belle et ça va plutôt pas mal. On est à 350, la tendance de fond est plutôt bien établie. On a eu cette interprétation des résultats qui était un peu compliquée en milieu de semaine, mais globalement, c'est bon, ça va bien. Alors c'est clair, c'est pas du Nvidia, c'est pas du Micron aux États-Unis qui va faire 300% les prochaines semaines, c'est pas du SanDisk, mais l'un dans l'autre, la tendance est établie et tout le monde est positif. Et je vous rappelle quand même qu'on revient de loin parce que quand on était dans cette période un peu pourri dans les 220 balles, etc. Plus personne n'y croyait, c'était de la daube, etc., etc. Résultat, aujourd'hui, Rush se reprend bien. Et vous voyez que la tendance de fond a complètement changé, la perspective aussi. Logitech a livré un trimestre solide, bénéfice par action en 93 $, au-dessus des attentes et chiffre d'affaires légèrement meilleur que prévu. La machine tourne mieux qu'anticipé, preuve que la demande tient. Malgré un contexte tech loin d'être euphorique, les prévisions pour le prochain trimestre et l'exercice 2026 sont dans les clous, sans excès d'optimisme ni coup de bluff. Bref, Logitech exécute proprement, sans promesses délirantes et comme souvent, bon chiffre, réaction boursière tiède parce que le marché voulait peut-être encore plus. En tous les cas, quand on lit ce qu'on lit et quand on voit ce que pensent les analystes, les chiffres sont bons. Mais on n'a pas des masses d'enthousiasme quand même. Résultat, le titre a mal vécu cette publication. Voilà, ça se passe de commentaires. Hein. C'est assez rigolo parce que, enfin rigolo, c'est relatif. Quand il publie les résultats à ce niveau-là, on dit « Ah, c'est bon, l'exécution est parfaite, c'est bien géré, c'est fantastique. » Bam, boum, 66-60. Franchement, quand que je le disais avant, il n'y a pas un enthousiasme délirant, mais quand vous regardez un peu les commentaires, on a un peu l'impression qu'à un moment donné, quelque part, il va falloir la racheter, celle-là. Alors quand, grande question, on dit bien, on n'arrachète jamais un couteau qui tombe, mais à un certain point, il faudra quand même commencer à remettre des billes dedans parce que les commentaires sont plutôt positifs globalement et les chiffres étaient plutôt bons. Chez Lonza, on signe une année 2025 en nette amélioration, chiffre d'affaires en hausse et bénéfices x 1,5 sur une année. Sur le papier, c'est solide, mais en dessous, les attentes du marché qui espéraient clairement plus. Résultat, BPA et ventes progressent, mais pas assez pour faire rêver les analystes. Le dividende grimpe quand même à 5 francs, histoire de calmer les nerfs. En bourse, le message est clair, mieux qu'hier, mais pas encore assez bien pour aujourd'hui. Le titre a vécu une semaine pourrie. Voilà, définition d'une semaine pourrie. Publication des résultats, bien pris, et puis pan dans ta gueule, et retour à la case départ, et on termine la semaine au fond du trou. Mais l'un dans l'autre, à ces niveaux-là, avec le dividende qui est offert, ça paraît plutôt intéressant, surtout que là aussi, les choses étaient plutôt encourageantes et enthousiasmantes au niveau des publications. Swatch a sorti un quatrième trimestre solide, 7,2% de croissance partout, sur tous les segments, et ça a suffi pour faire oublier des marges franchement décevantes. Et sur l'année, le chiffre d'affaires recule moins que prévu, moins 1,3%, là où le marché craignait moins 4%, mais la rentabilité s'est fait massacrer avec une marge à 2,1%. La promesse, c'est 2026, momentum fort, accélération confirmée en janvier et discours ultra optimiste du management. Les analystes doutent encore du vrai comeback des bénéfices, mais cette semaine, la bourse s'en foutait totalement et elle a écouté le management. Le titre a explosé en fin de semaine, plus 13% et un rebond de 36% depuis Liberation Day. Je vous montre le graphique, mais ça veut rien dire, mais l'un dans l'autre, vous voyez que, comme je vous le disais, on a écouté le management. Et le titre a explosé, voilà. Effet technique, on va dire, graphiquement, ça ne veut absolument rien dire parce qu'on vient tellement de loin que de toute manière, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en tout cas, si on arrive à se sortir de cette zone un peu pourrie, là, peut-être qu'on va dessiner une nouvelle tendance un petit peu plus claire qui se baserait là-dessus. On peut rêver pour l'instant, mais en tout cas, ça a l'air d'aller un petit peu mieux chez Swatch si on fait abstraction des marges. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Siegfried achète 3 sites, 2 aux États-Unis, expansion, visibilité, ambition et le marché adore. Point final, Adecco fait du shopping, une boîte américaine, une autre en Allemagne via Acodis, croissance externe, mode activé. Le message est clair, on prépare l'après-cycle. Banque cantonale du Jura souffre, résultat en baisse, et 2026, on attend la même chose. Petite banque, grosse contrainte. Mayer-Tobler tire le signal d'alarme, avertissement sur les résultats, le bâtiment tous. Quand la rénovation ralentit, ça ne pardonne pas. TX Group restructure encore, Tamedia dans le viseur, 20 postes en moins. La presse continue de maigrir pour essayer de survivre. Orior vise 623 millions de ventes en 2025. Pas d'explosion, mais pas d'effondrement non plus. Objectif réaliste dans un secteur sous pression.
Idorsia signe un deal malin. QuickVic part en Amérique latine, licence avec EMS au Brésil, 20 millions de cash plus royalties, de l'oxygène enfin. EMI continue d'avancer, croissance portée par les acquisitions, marché difficile, mais digestion ok. Le lait suisse sait encaisser les chocs. Bourrère Industries résiste à moitié. Demande solide, mais carnet de commandes en baisse. Vente sous pression. Le futur se brouille quand les commandes ralentissent. Interroll encaisse le franc fort. Conjoncture compliquée. Vente en recul. Et quand la devise frappe, l'industrie plie. Doticon ES allège la voilure. Cession partielle de Sistag. 15,6% ont été vendus. Montant discret, recentrage, discipline froidement exécutée. Voilà! En conclusion, la semaine aura été complexe, volatile, géopolitique, centrée sur la Fed et la semaine prochaine, on va parler des chiffres de l'emploi et du shutdown partiel qui se met en place aux États-Unis. Trump sera toujours là, bien sûr. Il va continuer de nous chauffer la salle comme il sait bien le faire. Et puis, il y aura aussi la BCE et la Bank of England, les chiffres d'Amazon, de Google et plein d'autres, des autres comme Disney, Palantir, Uber, AMD et Novartis et UBS sous nos contrées. Enfin, UBS, tant qu'ils sont suisses. Notons encore les élections au Japon, comme je vous l'ai dit, ça sera très très important, et à partir de là, je crois que tout est dit. Reste à voir ce que Truth Social nous réserve la semaine prochaine. En attendant, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau Morning Bull Live et un nouveau mois de trading qui commence. Bon dimanche à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.